Bienvenue, on passe une partie énorme de nos vies en ligne, c'est presque devenu une seconde nature. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question qui veille sur nous pendant ce temps? Aujourd'hui, on va s'intéresser à ça, aux gardiens, souvent invisibles, de notre monde digital. Parce que voilà le truc. La menace, elle s'en fiche complètement des frontières. Un simple clic, ici, peut provoquer un vrai désastre à des milliers de kilomètres. La question est donc simple et en même temps ultra complexe. Comment on fait pour se défendre contre un adversaire qui peut être partout et nulle part à la fois? Alors, pour bien comprendre comment on se défend, il faut commencer par le commencement, comprendre la menace. Avant de bâtir les murs d'une forteresse, si l'on veut, il faut savoir qui est l'assaillant. C'est quoi au juste ce fameux crime sans frontières? Et voilà, le terme est lâché. C'est vraiment l'expression qui encapsule tout le défi. La criminalité sans frontières. Tout est dit, ou presque. C'est de là que tout part. C'est quand même un sacré paradoxe quand on y pense. Toute cette technologie qui nous a tant apporté, qui nous connecte, qui nous facilite la vie, eh bien, elle a en même temps créé un boulevard pour de nouvelles formes de criminalité. Notre plus grande force est aussi, d'une certaine manière, devenue notre plus grande vulnérabilité. Et c'est ça qui rend la chose si compliquée. D'abord, ce crime est immatériel. Oubliez les scènes de crime, les empreintes digitales, tout ça n'existe pas. Ensuite, la rapidité. On parle de quelques millisecondes pour lancer une attaque. Et puis, surtout, il y a le grand défi de l'anonymat. Identifier les auteurs, c'est un vrai casse-tête. Bon, on a une meilleure idée de la menace. Maintenant, la question c'est comment on riposte? Comment on s'organise? Parce que pour se battre efficacement, il faut être d'accord sur les règles. Il faut parler le même langage. Et ça change tout. Parce que sans une définition légale claire, reconnue par tout le monde, c'est l'anarchie. Chacun agit dans son coin et au final, ça ne mène nulle part. C'est pour ça qu'avoir une définition commune, c'est la base de tout. Alors justement, jetons un œil à comment on essaye de mettre tout le monde d'accord. On a par exemple la définition marocaine, qui est assez large. En gros, tout ce qui est illégal et qui touche de près ou de loin à un système d'information. Et à côté, on a la grande référence internationale, la Convention de Budapest. Elle est un peu plus chirurgicale. Elle distingue bien les attaques qui visent directement l'informatique, genre pirater un serveur, et les crimes où l'ordinateur n'est qu'un outil, comme pour une escroquerie. Ok, donc le cadre légal commence à se dessiner. Mais concrètement, qui est en première ligne? Qui prend les choses en main? Assez logiquement, le premier rempart, la première muraille de notre forteresse numérique, c'est l'État. C'est vraiment le point de départ. Chaque État a la responsabilité de protéger ses propres infrastructures critiques, ses entreprises et bien sûr sa population. C'est la toute première ligne de défense. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça veut dire plusieurs choses. Il faut des lois qui soient à jour, adaptées à ces menaces modernes. Il faut aussi des équipes spécialisées, des sortes de pompiers du numérique capables d'intervenir 24/7. Et puis, il faut une vraie stratégie nationale pour que tous ces efforts soient coordonnés. Seulement voilà, ce bouclier national, aussi solide soit-il, a ses limites. On l'a dit, l'ennemi, lui, n'a pas de frontières. La défense doit donc, elle aussi, apprendre à les traverser. Il faut bien se l'imaginer. Un attaquant peut être basé en Amérique du Sud, faire rebondir son attaque sur des serveurs en Europe pour finalement cibler une entreprise en Asie. Tout ça en une poignée de secondes. Face à ça, une réponse purement nationale, c'est tout simplement voué à l'échec. C'est précisément pour cette raison que la coopération internationale, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. C'est vraiment la seule façon de pouvoir échanger des infos cruciales en temps réel, de mener des enquêtes qui traversent les juridictions et au final, de s'assurer qu'il n'existe aucun sanctuaire pour les cybercriminels, peu importe où ils se cachent. D'accord, mais alors qui sont-ils, ces fameux gardiens? Qui fait partie de cette grande alliance mondiale? On va voir que la réponse est un peu plus complexe qu'on pourrait le croire. On a souvent tendance à penser que c'est l'affaire des États, et puis c'est tout. Mais en fait, pas du tout. La cybersécurité, c'est une responsabilité largement partagée. C'est un véritable écosystème. Il y a les organisations internationales, bien sûr, mais aussi le secteur privé, et même des acteurs auxquels on pense moins, comme les organismes qui définissent les normes techniques. Chacun a sa pièce à jouer. Alors, pour y voir plus clair, qui fait quoi dans cette grande machinerie? En gros, les gouvernements posent le cadre, les règles du jeu. Les forces de l'ordre et le renseignement sont sur le terrain. Les organisations internationales font le lien, elles coordonnent. Les entreprises privées, et c'est crucial, gèrent la grande majorité des réseaux, donc elles sont de facto en première ligne. Et enfin, les organismes de normalisation, c'est eux qui bâtissent les fondations techniques sur lesquelles tout repose. Donc si on résume, il ne faut pas s'attendre à un sauveur unique, un super-héros de la cybersécurité. Non. Notre protection numérique, elle dépend entièrement de ce réseau complexe, de cette collaboration de tous les instants entre une multitude d'acteurs. C'est une défense collective. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question absolument cruciale pour l'avenir. Les menaces, on le sait, ne cessent d'évoluer, elles deviennent de plus en plus sophistiquées. Alors, cette grande alliance mondiale, ce réseau de gardiens, sera-t-il à la hauteur?
Notre forteresse numérique est-elle vraiment prête à affronter les assauts de demain ?